3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, c'est la dernière table ronde. L'eau, élément vital d'exception et thérapeutique. L'eau sert à tout dans la région. Elle sert à l'eau potable. Elle sert à embouteiller. Elle sert à nettoyer des rues. Elle sert, on s'interroge sur sa provenance, sur ses sources. On s'interroge sur ce qu'on va faire des eaux pluviales. On s'interroge sur les eaux d'assainissement. Enfin, on s'interroge sur tout. En oubliant parfois que l'eau a des vertus thérapeutiques. Déjà, sans l'eau, on ne vit pas. Hein, c'est aussi bête que ça, mais ça, on l'oublie parfois. Et que l'eau, ici, en particulier en Occitanie, a des vertus démontrées. Et ici, en Occitanie, du côté de Montpellier, mesdames, messieurs, il y a un pôle d'excellence mondiale en matière de santé globale, Med-Valley. Merci d'accueillir, oserais-je dire, mesdames, messieurs, c'est-à-dire vous-même. Donc, accueillez-vous vous-même, Michael Chekroun, Axel Cadière, Sommer Kachka, Clément Faye et Paul-François Ouvion. Il n'y a pas de plan de table. Vous faites comme vous voulez. Merci d'avoir joué le jeu, c'est bien. D'avoir fait la claque. Alors, oui, pardon, je ne vous ai pas présenté. Voilà, j'ai plein de fiches. Michael Chekroun, vous êtes directeur de Med-Valley. Axel Cadière, vous êtes là au milieu. Vous êtes vice-président de recherche de l'université de Nîmes, de l'équipe Chrome. Sommer Kachka, vous êtes hydrogéochimiste isotopiste à l'université de Nîmes. Clément Faye, vous êtes directeur de recherche GL Biocontrôle. Et Paul-François Ouvion, directeur général des thermes de Balaruc. Je suis sûr que nous allons parler d'antiquité un moment ou un autre. Je compte sur vous. Michael Chekroun, Med-Valley, qu'est-ce que c'est que ça? Cette spécificité montpelliéraine. Absolument. Une spécificité qui a bientôt 5 ans. Med-Valley, c'est avant tout un pôle d'excellence en santé globale qui se trouve être à l'intersection de la santé humaine, mais pas que. C'est la santé, c'est la nutrition, l'alimentation et c'est les sciences de l'environnement. Donc on est dans une démarche One Health, au sens de l'OMS, qui vise à fédérer l'ensemble des acteurs privés, publics, l'académique, la recherche, mais aussi les collectivités territoriales autour de la recherche et de l'innovation en santé globale. Et dernier point de présentation, donc Med-Valley, c'est soutenu et porté par la métropole de Montpellier, avec le soutien de la région Occitanie et de l'État. La santé globale, comment vous la définissez ? La santé globale, au sens de l'OMS, c'est le triptyque nourrir, soigner, protéger. Et c'est quelque chose qui est porté par Montpellier, notamment par l'Université de Montpellier depuis de longues années. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité de Med-Valley. On n'est pas uniquement un acteur spécialisé dans la santé humaine ou dans l'agroalimentaire ou dans l'environnement. L'idée, c'est de précisément fédérer l'ensemble de ces 3 filières, qui sont 3 filières d'excellence montpelliéraine, porté par des acteurs publics, recherche, enseignement supérieur, mais aussi un grand et profond tissu de start-up au niveau local et de groupes industriels. Au niveau, vous les fédérez autour de projets, d'objectifs, de simples réunions? Comment ça se passe? Alors, Med-Valley, déjà je tiens à préciser que j'ai pris la direction de Med-Valley il y a quelques mois, à la demande du président de la métropole, pour non seulement capitaliser sur l'existant et sur les travaux remarquables qui ont été faits par mes prédécesseurs en termes de proposer une marque, une dynamique territoriale autour des 3 filières que j'évoquais en préambule, mais c'est aussi, et depuis mon arrivée, une nouvelle dynamique autour de 3 axes prioritaires. Le premier, c'est précisément de développer une feuille de route à destination
des entreprises, des entrepreneurs du territoire de la métropole de Montpellier, à commencer par un accompagnement dans tout le continuum de financement, accompagner les entreprises à s'installer et à grandir sur le territoire, donc avec une démarche d'accompagnement sur des logiques de foncier, de bâtiments tertiaires ou laboratoires. On a également pour objectif de proposer une offre de formation qui est co-construite avec la faculté de Montpellier-Nîmes et qui est à destination à destination, comme quoi on a bien répété avant, on est bien synchrone. Une offre à destination des professionnels du soin au sein des entreprises de la métropole. Donc vous l'avez compris, dans un premier temps, un catalogue de formation issu de la faculté de médecine, mais c'est un projet qu'on veut aussi dupliquer sur l'alimentation, l'agroalimentaire et l'environnement. Donc premier axe, créer véritablement une offre de services à destination des entreprises, ce qui faisait défaut jusque-là et ce qui était réclamé par les entreprises, non seulement pour mieux travailler ensemble, mais aussi pour avoir de meilleures relations avec le public et notamment avec la commande publique. Deuxième axe de Med-Vallée au travers de la métropole, c'est de prendre la main et de prendre surtout le leadership sur l'innovation en santé et plus particulièrement sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé et aux données de santé. Donc ça, c'est un grand thème de Med-Vallée qui est de promouvoir l'IA appliquée à la santé sur le territoire, en fédérant l'ensemble des initiatives et surtout en poussant des initiatives comme Alliance IA, qui est un consortium porté par le CHU de Montpellier, des startups et un certain nombre d'acteurs institutionnels. Quelles données de santé vous utilisez ? Alors, les données de santé, ce sont pour l'instant celles qui sont dans le CHU, des données anonymisées et agrégées, qui permettent aux algorithmes d'IA d'aider les médecins et les chercheurs à développer les traitements et les thérapeutiques de demain. Donc ça, c'est, vous l'avez compris, une ambition très forte, puisque le thème de l'IA en santé aujourd'hui, c'est un thème que nous allons préempter. On va capitaliser et surfer sur l'AI Summit qui a déchaîné les passions il y a quelques semaines au Grand Palais et à l'Élysée, et à Station F. Et l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent bénéficier de l'ensemble des expertises, des cerveaux, des ingénieurs, des médecins et des chercheurs que nous avons sur les territoires en grande quantité. Et des experts, notamment en IA appliquée aux données de la santé. Là, le but, c'est quoi là? C'est vous développez vous développez des logiciels, vous développez des réseaux de neurones comme ça tous azimuts, ou c'est sur où vous leur affectez un objectif particulier, une maladie, un traitement? L'idée, c'est d'accélérer la découverte de nouvelles molécules, de nouveaux traitements grâce aux données disponibles. Mais pour quelle maladie, pour quel traitement? Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives sur les maladies auto-immunes, sur l'oncologie, et l'objectif c'est d'aller sur les grandes aires thérapeutiques, y compris les maladies cardiovasculaires ou les maladies du métabolisme. Donc on développe des algorithmes, on va exploiter des données qui sont dans des entrepôts de données sécurisés et on va adjoindre à tout cela de la puissance de calcul des GPU pour arriver à aux objectifs que je citais, notamment accélérer la recherche et surtout faciliter et augmenter la relation entre patients et médecins pour faciliter et améliorer le parcours de soins des patients. Vous avez dit entrepôt de données, merci, vous n'avez pas dit data center, c'est bien. Vous avez vu, hein, on essaie de parler français, on y arrive. Merci. Juste peut-être, oui. J'avais parlé de troisième axe. C'est vrai, axes. Il en manque un. Donc c'est pour voir si vous suiviez. Le troisième axe, c'est l'international. Med-Vallée ne fonctionnera pas ou plus en vase clos. On a une compétition une concurrence qui est au niveau mondial. Donc mon objectif avec Med-Vallée, c'est de connecter notre écosystème d'excellence à d'autres clusters d'excellence, d'abord en Europe. Et c'est déjà chose faite avec une connexion avec un collectif de 45 Eurorégions spécialisées en santé humaine. Et nous allons également nouer des partenariats avec des centres d'excellence au niveau mondial, que ce soit Boston, Singapour ou Tel Aviv. Donc voilà, 3 axes. Les entreprises, l'innovation, notamment l'IA, et l'international. Et donc l'eau dans tout ça comme élément thérapeutique, c'est un axe de recherche?
C'est un axe central puisque on ne peut pas dissocier l'eau de la santé humaine, de la santé animale ou de la bonne gestion de nos écosystèmes. Donc on a beaucoup de réflexions, de réflexions sur l'eau potable sécurisée, sur l'assainissement, sur le contrôle des polluants et des pathogènes hydriques. Voilà, donc on va accompagner, c'est pas nous qui allons faire, on va accompagner les entrepreneurs, les chercheurs sur des solutions innovantes pour prévenir les maladies liées à l'eau, notamment les infections humaines ou les infections au niveau du monde animal. Merci. Axel Cadière. L'eau ici, les sources d'eau, il y a 101, il y a plein de masses d'eau ici, dont 101 sont souterraines à Montpellier. On l'a vu pendant tous les débats depuis hier, il y a des eaux souterraines, il y a des eaux de surface. Il y a le changement climatique qui affecte tout ça, qui diminue la disponibilité, qui crée quelques inquiétudes quant à la disponibilité de la ressource. L'équipe Chrome, déjà, c'est quoi l'équipe Chrome ? Donc l'équipe Chrome, c'est la première équipe de recherche de l'Université de Nîmes qui a été créée il y a une dizaine d'années. Elle a une particularité, c'est que c'est une équipe interdisciplinaire. Elle compte une quarantaine d'enseignants-chercheurs, une quarantaine de doctorants également. C'est une proposition d'approche des risques, qui est une approche globale. Sur l'eau ? Alors non, pas que sur l'eau, ce sont les risques au sens large, avec une approche qui croise à la fois du droit, de l'économie, de la psychologie sociale et environnementale, de l'histoire, des sciences techniques et expérimentales comme de l'hydrogéologie, de la microbiologie, de la chimie. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir un regard multiple sur les risques et plutôt de définir des méthodologies d'approche globale des risques, et quel que soit le risque. Le risque peut être un risque environnemental, un risque sanitaire, un risque en situation d'urgence, un tsunami. Et l'idée, c'est de proposer en fait des moyens d'évaluation des risques, des moyens de gestion des risques, et essayer d'être en fait une source de conseils pour les décideurs publics en essayant en fait d'éviter ces effets tunnels que l'on voit dans les approches de risque et de garder en fait une vision plus large. Et en fait, par l'approche interdisciplinaire, on a toujours une espèce d'avocat du diable entre nous qui permet de gérer les risques. Une vraie approche pluridisciplinaire, ça existe donc. Alors c'est compliqué à mettre en place, hein. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Chacun a son langage, chacun a ses spécificités. Même mot est vraiment a beaucoup de sens en fonction des disciplines. C'est quelque chose qu'on a su faire mais qui a mis du temps. Du coup on fait nos 10 ans cette année et je dois dire qu'on y est arrivé, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps de construire une approche interdisciplinaire, d'apprendre à s'écouter, tout en gardant aussi une qualité scientifique disciplinaire. On a tendance à faire de l'interdisciplinaire. On peut croire qu'en faisant de l'interdisciplinarité, on perd en compétences. Et c'est l'inverse. Pour être bon en interdisciplinaire, il faut déjà être compétent dans ces disciplines. Et pourquoi avoir donné à votre équipe le nom d'un métal lourd très toxique ? Alors, c'est pas moi qui ai créé cette équipe. Je pense que les acronymes sont toujours quelque chose de très compliqué à trouver. Et du coup, le mot chrome voulait dire surtout chronique et émergent. Risque, chronique et émergent. Pas le chrome hexavalent d'Erin Brockovich. Non. Alors, vous vouliez nous parler de quoi ? Je ne sais plus. Non, je devais juste vous faire une petite introduction sur les masses d'eau. Sur les masses d'eau et juste vous remettre, comme je suis partie du titre, hein, le titre de cette approche était eau, élément vital d'exception et thérapeutique. Alors j'avoue qu'on s'est posé un petit peu les questions sur ce titre, alors on a essayé de l'appréhender et du coup, comme j'intervenais dans les premiers, je me suis dit qu'on allait travailler là-dessus. C'est pour ça que vous avez mis des guillemets, pour euphémiser le thérapeutique. Non, c'est parce que je pense que, en fait, dans le thérapeutique, il y a beaucoup de sens, on vient de le voir. On peut être de la science du médicament ou on peut aller jusqu'au bien-être. C'est comme tout le champ de la santé publique, il est vaste. Donc non, le guillemet était juste là pour essayer d'introduire nos collègues et d'arriver sur le thérapeutique au sens eau. D'accord. Donc juste un petit rappel, juste rappeler que l'eau est indispensable à la vie, vous l'avez dit en introduction. Par contre, il faut se rappeler quand même que presque 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, que c'est 500 000 décès par an
de maladies et que en fait on entend beaucoup de choses sur notre eau et notre qualité d'eau au robinet. On est quand même un pays où l'eau est très très contrôlée, que ce soit par les producteurs et traiteurs d'eau ou par les ARS, donc les agences régionales de santé. Et je voulais juste rappeler que l'ensemble des données de qualité sur l'eau en fait sont publiques, les rapports sont publics et c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. Sistéa, c'est ça ? Non, sur les sites d'ARS, vous pouvez aller voir. Site d'ARS, c'est vrai, le site des ARS. Vous pouvez aller voir votre petit rapport d'eau de votre commune et c'est assez pratique. Tout le monde fait ça habituellement, comme tout le monde connaît le prix auquel il paye l'eau. Mais bon, c'est un public captif là, donc en fait, j'aurais pas dû poser la question. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ça. Et puis, essayer de donner quand même des définitions d'eau thermale. Donc l'eau thermale, c'est quand même une eau minérale naturelle qui a des fins thérapeutiques. Et au sens d'eau minérale naturelle, elle répond du coup aux normes d'eau minérale naturelle. Et ça veut simplement dire qu'elle naît en fait d'un gisement d'eau souterraine et que soit le captage est naturel, soit le captage est forcé par un système de forage, mais que en fait c'est une eau qui est définie par sa grande stabilité au niveau de sa composition, de sa température, et ce qui définit en fait, ce qui caractérise une eau thermale par une eau minérale naturelle, ça va être son effet sur la santé. Et ça aussi, il ne faut pas oublier que tout ce qui est eau thermale et l'effet sur la santé est lié du coup à un avis de l'Académie nationale de médecine sur les bienfaits d'une eau. Donc ce ne sont pas non plus des termes qui sortent en fait du chapeau. Et c'était juste pour le rappeler. C'est-à-dire que l'Académie nationale de médecine a vérifié les vertus thérapeutiques. Alors chaque eau thermale doit déposer un dossier en fait qui va être évalué avec des données en fait, des données d'efficacité. Oh. Et en termes de qualité d'eau, il faut quand même rappeler que les eaux en termes de contrôle et même les eaux thermales sont contrôlées sur l'ensemble des paramètres, que ce soit les paramètres microbiologiques, bien sûr. On pense souvent à la microbiologie puisque quand on voit que encore 500 000 personnes meurent de problématiques liées à l'eau, c'est souvent des problématiques microbiologiques. Donc historiquement, si on se replace dans l'histoire des contaminations liées à l'eau, bien avant d'avoir des problématiques de contaminants émergents, ce qui tuait, c'était les micro-organismes. Ensuite, on a les paramètres physiques et on a la chimie de l'eau, de tout ce qui va être mesuré en termes réglementaires. Elles sont contrôlées autant que l'eau potable ? Plus ? Alors, c'est différent. En fait, même l'eau potable, on peut pas... Au niveau de l'eau potable, en fonction que vous soyez en fait dans une grande métropole ou dans une petite ville, on va pas avoir la même quantité en fait de contrôle. Il faut le savoir, mais c'est régulièrement contrôlé, oui. Après, chaque prestataire privé fait aussi ses contrôles, ses autocontrôles, et ça, c'est très important. Merci. Sommer Kachka, vous contrôlez quoi, vous aussi, les isotopes radioactifs de certains atomes, éléments, pour tracer la circulation de l'eau, c'est ça ? Tout à fait. Alors nous, les isotopistes, de manière globale, on ne contrôle rien du tout. Il y a une confrérie des isotopistes. Oui, pas très développé à l'échelle nationale, mais oui, il existe en effet. Donc, on ne contrôle pas. Par contre, nous, en fait, on intervient dans le processus global de la production des eaux de bonne qualité. Nous, on intervient vraiment en amont pour assurer la présence, le fonctionnement, la qualité hydrogéologique des eaux naturelles, leurs zones d'alimentation pour une meilleure protection et gestion des eaux. Alors, si je vais parler de ce qu'on fait réellement, donc l'approche que nous utilisons dans ce domaine, c'est l'approche des traçages géochimiques particulièrement. Donc on peut dire que c'est un ensemble de techniques qui consiste à utiliser la chimie élémentaire et isotopique, voire parfois organique, pour tracer un phénomène ou un ensemble de processus et des conditions qui concernent... Voilà, quand je dis phénomène, ce n'est pas forcément l'eau, car cette technique-là, elle est utilisée dans plusieurs domaines. Alors l'avantage majeur de cette technique, c'est qu'on peut tracer, on a la capacité de suivre finement un processus spécifique dans un système complexe.
à l'aide de ces traceurs-là, même à des très 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 faibles concentrations. Parmi les applications qui sont utilisées dans le monde de ces techniques-là, en parlant de la santé, donc en médecine, on est utilisé en imagerie, en diagnostic, en pathologie pulmonaire, cardiaque, etc. Donc avec des isotopes radioactifs dont le demi-vie il est très court. On injecte dans le corps. Voilà, comme agent de contraste. Donc les médecins ici peut-être est mieux placé que moi de parler de cette application. Même en sciences comment dirais-je, juridiques, il y a la police scientifique qui s'appuie parfois sur ces outils-là pour pouvoir identifier des scènes de crime, par exemple, des choses comme ça. C'est presque l'ADN, l'équivalent de l'ADN un peu quand on parle de la biologie. On connaît l'âge de la Terre grâce à les utopies. Carbone 14 non, carbone 14 c'est très récent. C'est très récent, c'est beaucoup. Oui. Uranium tritium. En archéologie, les archéologues, donc c'est relativement récent l'utilisation de ces outils, mais ça donne des résultats vraiment extraordinaires en archéologie, en partie le carbone 14, mais pas que. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui dans cette conférence, c'est sciences de l'environnement. C'est pour tracer donc la pollution de l'eau et pas que. On parle le transfert dans les sols, dans les plantes, même dans le corps humain. Donc il y a un champ d'application vraiment très large. Comment ça pour évaluer la pollution? Je ne comprends pas. En fait, vous balancez un traceur sur le sol pour voir le temps de trajet, par où ça passe, pour vous dire la pollution, elle doit passer par là? Alors, ce traceur, on ne le balance pas particulièrement, il est présent naturellement. Ok, d'accord. Voilà. Nous, on a simplement à l'identifier aux différentes étapes, à la source, à la sortie, les différents composants de système étudié. Voilà, donc ce n'est pas nous qui balance À disposition, nous avons une boîte à outils en fait. Ah bah voilà. C'est exactement une boîte à outils. C'est vraiment une boîte à outils dans laquelle on peut ranger donc nos outils en catégorie, on va dire. Donc on a des outils qui sont cosmogéniques, produits dans la haute atmosphère, ou radiogéniques dans le sous-sol. On a des isotopes stables, on a des isotopes radioactifs. Et ici, je vais donc aller un peu plus large, on a à disposition le tableau périodique en fait. Chaque élément peut servir d'un traceur. D'accord ? Tout dépend de la problématique posée et tout l'enjeu, c'est pouvoir choisir le bon outil pour la problématique posée. Donc, bon, vous avez le fluor là-dedans pour suivre les PFAS ou pas? Le fluor, on a les PFAS à elle-même, donc c'est pas compliqué. C'est des éléments qui sont pas compatibles avec l'environnement naturel, donc c'est pas la peine d'aller chercher le fluor spécifiquement parce que c'est des chaînes qui contiennent beaucoup de fluor, donc on cherche carrément les PFAS. D'accord. Voilà. Par contre, on peut faire le co-traçage, c'est-à-dire suivre un traceur naturel qui a le même comportement ou qui a le même mode de transfert de ces polluants dans l'environnement. Dans le domaine de l'eau, alors j'ai mis 4 points, et ces 4 points vraiment essentiels dans le processus de la production, d'assurer des ressources en eau potable et surtout leur gestion. Parce que si on ne comprend pas les systèmes hydrogéologiques, on les gère mal après. Donc tout passe par la compréhension de comment ça fonctionne. Donc le premier point, c'est de déterminer l'origine de la recharge. C'est le point de départ, c'est le point zéro. L'origine de la recharge, c'est 2 mots. Mais en termes de recherche, c'est beaucoup de recherche pour arriver à dire donc l'eau que je pompe ici à Montpellier, elle arrive de là. Elle vient de telle région. D'accord. Et ces aires d'alimentation, c'est ça, avec tel pourcentage, et en arrivant ici, ils se mélangent, etc. Au-delà de ça, donc je passe au point 4 avant de prendre peut-être 2 et 3 parce qu'on est dessus. Déterminer aussi en termes d'origine, est-ce que cette recharge est actuelle ou elle est ancienne? Il date d'il y a 1 million d'années, 100 000 ans, etc. Après, en route, on a tous les processus qui peuvent se passer et qui peuvent effectivement donner à l'eau ses caractéristiques, en parlant des éléments géogéniques qui donnent les propriétés thérapeutiques, par exemple, pour les géothermales, certains éléments. Donc là, ce qui rentre en jeu, donc les processus d'interaction aux roches et le transfert des masses d'eau, surtout les processus de mélange. C'est un processus qui est fondamental dans ce que nous faisons dans ce domaine. Pour terminer, donc, concernant le thermalisme, donc, la question elle est vraiment très intéressante parce que ces systèmes-là, ils sont un peu particuliers dans leur formation. Comment un système thermal se forme,
quelle est la profondeur des réservoirs thermales. Nous, on est capable, avec ces outils-là, à dire, donc, avec des éléments dits de géothermomètre, dire c'est probablement de cette profondeur-là. Les mécanismes de transfert entre ces réservoirs profonds et la surface, il se passe beaucoup de choses en fait. Quand je dis on trace des processus spécifiques dans un système complexe, quand même le sous-sol c'est un système extrêmement complexe, on ne le voit pas. On essaye de deviner à travers ce type d'outils pour, en deuxième étape, déterminer le fonctionnement, comment ça fonctionne réellement. Voilà, le système. Et surtout, on parle trop de changement climatique. Regardez la trajectoire des masses d'eau, quelle que soit thermale ou autre, dans le cadre des changements climatiques annoncés. Et là, la géochimie isotopique peut donner des éléments de compréhension très pertinentes dans la gestion des réservoirs d'eau, donc thermales ou pas thermales. Ça, c'est du suivi permanent, tout ce que vous nous avez raconté, ou il faut un projet spécifique? Je pense que c'est plutôt un projet spécifique déjà pour pouvoir manier ce type d'approche, pour avoir un certain recul. Et on ne le fait pas systématiquement, mais on est systématiquement sollicité par les acteurs de l'eau et autres pour pouvoir comprendre, apporter des réponses sur des questions fondamentales. Voilà, sur la question de l'eau. Mais qu'il n'y ait pas de confusion, vous suivez à la fois des isotopes naturellement présents dans les masses d'eau, oui, mais vous pouvez injecter des traceurs éventuellement pour affiner un diagnostic? Je pense que si on va parler d'injecter un traceur, la plupart du temps artificiel, on est dans le domaine de l'hydrogéologie, pas la géochimie. Nos collègues, les hydrogéologues, en effet, ils peuvent injecter un traceur à un endroit et attendre qu'il sorte à un autre endroit. Et dire, bon voilà, le temps, elle est de temps entre A et B. Sauf que c'est pas... Quand, par exemple, je prends le système de Balaruc... on va en parler, quand on parle du pompage à 600 mètres, donc je pense qu'il faut attendre longtemps avant que le traceur monte à la surface. Donc voilà, ça dépend en fait. Mais en hydrogéochimie, ce n'est pas l'approche que nous adoptons. Par contre, nos collègues hydrogéologues, en effet, utilisent la fluorescine, par exemple, pour tracer, surtout dans les milieux fracturés, karst. C'est simple, on peut, mais au-delà de ça, non. D'accord. Clément Faye, vous travaillez sur les bactéries, sur les micro-organismes, oui, donc les bactéries. Oui, dans GL Biocontrol, on a fait une spécialité de manager le risque microbiologique. Dites-nous tout sur GL Biocontrol d'abord. Donc GL Biocontrol est une société basée à Clapiers, juste à côté de Montpellier. C'est une société qui a développé une nouvelle approche pour pallier à une problématique qu'on a face à la microbiologie, c'est le temps de culture nécessaire pour avoir un résultat qui fait que malheureusement, régulièrement, pour beaucoup d'applications, on a des résultats et on se rend compte qu'il y a un problème alors que l'élément eau a déjà été consommé. Donc nous, on ne travaille pas spécifiquement dans le thermalisme, on intervient dans les industries pour gérer le risque légionnel, on intervient beaucoup sur l'eau potable aussi pour manager le réseau. Et entre autres, on a des applications dans le thermalisme. Donc en gros, pourquoi? Parce que déjà, quand on parle d'une eau thermale, il faut savoir qu'une eau thermale, elle va avoir une définition microbiologique en fonction de son utilisation. Qu'on ait un objectif de fabriquer des médicaments, qu'on veuille faire de la cosmétique avec, que ça soit une eau qui soit à destination des soins médicaux, comme les cures thermales, les cures ORL, que ce soit pour le thermoludisme ou que ce soit pour des eaux qui vont être ensuite destinées à la consommation humaine, on va avoir des seuils et des recherches en microbiologie qui vont varier en fonction de l'utilisation de l'eau. Il faut même savoir que sur les eaux thermales, on peut avoir, en fonction de l'application, une autorisation de traitement ou non. Si on regarde de manière un peu plus précise, qu'est-ce qu'on peut avoir comme contrôle microbiologique, on va avoir des recherches de bactéries à potentiel pathogène, comme les Pseudomonas aeruginosa, les Staphylococcus aureus ou la Legionella pneumophila. On va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle la flore mésophile totale. Alors c'est un peu un mot, c'est un peu une aberration scientifique, mais c'est comme ça souvent qu'elle est définie. C'est la flore qui va vouloir pousser sur un milieu qui est non sélectif,
à 22 ou à 37 degrés, qui va nous donner un peu le niveau global de la charge microbiologique de l'eau qu'on analyse. Pourquoi vous dites que c'est une aberration ? Parce qu'en fait, malheureusement, c'est pas toute la flore présente dans l'échantillon. C'est la flore qui veut bien pousser sur le milieu de culture qu'on a, à la température qu'on a définie et en fonction du temps de culture qu'on lui laisse. Donc il y a un sacré biais, mine de rien. Oui, voilà. Par exemple, on estime que sur un milieu qu'on appelle le YEA, qu'on va utiliser dans l'eau potable à 22 degrés, on va obtenir environ 10 à 100 fois moins de bactéries à partir du même échantillon d'eau que si on utilise le milieu R2A à 22 degrés à 5 jours dans l'industrie pharmaceutique. Je vous fais confiance. Est-ce que, puisqu'on en parle tout le temps, partout et tout le monde fait ça, relever l'ADN, la biodiversité, la diversité de l'ADN dans de l'eau, ce serait pas plus simple ? Alors là, on parle de la métagénomique. Voilà, la métagénomique. C'est une nouvelle approche qui est de plus en plus plébiscitée, qui a pour l'instant a elle aussi des défauts, puisqu'en fait déjà elle ne descend pas assez bas dans le genre. Souvent on reste bloqué au niveau du genre, et qu'on ne va pas jusqu'à l'espèce. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a un pseudomonas, mais les pseudomonas, il y en a toutes. Vous ne saurez pas s'il est pathogène. Voilà, et puis même, il y a toute une déclinaison de pseudomonas qui vont avoir des propriétés et des caractéristiques plus ou moins embêtantes et différentes. Non, je pose la question parce que c'est l'INRAE de Dijon qui a publié un atlas des bactéries du sol qui utilise les techniques métagénomiques. Ils viennent de publier un atlas des champignons du sol. Mais donc ça ne descend pas assez bas, mais ça pourra descendre grâce aux travaux de la Med-Vallée. Plus on va, en fait, la métagénomique, on va prendre un fragment d'ADN qui va être amplifié, qui est conservé chez tous les types de micro-organismes. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas faire en même temps de la métagénomique sur des champignons, des eucaryotes. À chaque fois, il faut faire des runs différents puisque le fragment qui va être amplifié ne va pas être le même. Et en fait, ce fragment ensuite va être injecté généralement dans une spectrométrie de masse. Et en fonction d'une base de données, on va être capable de dire que ce fragment d'ADN appartient à tel type de bactérie. L'autre biais lié à cette méthode, c'est qu'en fonction de la préparation d'échantillons, on peut plus ou moins sélectionner la flore qu'on va observer. Donc aujourd'hui, c'est une méthodologie qui a vraiment beaucoup d'avenir, mais on a encore quelques petits détails à peaufiner pour avoir quelque chose de très performant. Et descendre jusqu'à l'espèce, on a bien compris. Donc, les germes indicateurs de contamination fécale, ça tout le monde les connaît. Voilà, les Escherichia et les entérocoques fécaux, alors eux-mêmes n'ont pas vraiment de potentiel à être pathogènes. C'est la flore qu'on va retrouver naturellement chez nous, tout bêtement, ou chez les organismes supérieurs. Ce sont surtout des indicateurs qui vont si on les retrouve, ils n'ont rien à faire dans l'eau. Si on les retrouve, c'est que l'eau a été en contact avec une contamination fécale. Et qu'il y a eu des accidents. C'est qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu un transfert, et surtout, on a un risque augmenté de présence de pathogènes. Et enfin, dans quelques cas, du moins dans certains cas, on va même aller chercher jusqu'à la présence de protozoaires, comme les Guardia ou le Cryptosporidium. Ce sont des analyses qui sont plus rares parce que très très lourdes à mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces mises en culture que l'on a au-dessus présentent un véritable problème, c'est vraiment le temps de culture. Donc ça va de 24 heures plus court généralement Escherichia coli jusqu'à 11 jours pour les temps de culture les plus longues. C'est un peu long. Voilà, donc 11 jours plus tard, on comprend bien que l'eau a été consommée, l'eau a été utilisée. Et donc on ne peut pas faire de... Et souvent en plus, il y a la nécessité d'avoir un laboratoire. Et donc si on a un véritable manque de réactivité. Donc nous, chez GL Biocontrol, on a essayé de développer un outil, c'est vraiment un outil, il ne remplace pas la culture et les analyses réglementaires, c'est quelque chose qui permet d'avoir une anticipation qui est l'ATP métrie quantitative. C'est une technique qui existe depuis les années 80, mais qu'on a, nous, depuis une dizaine d'années, fortement fiabilisée et rendue robuste pour l'interprétation des résultats. En fait, c'est basé sur la détection de l'adénosine triphosphate. Donc l'adénosine triphosphate, c'est le carburant de tout type de cellules. Et en fait, si on retrouve de l'ATP dans un échantillon, c'est qu'il y a eu de la trace de vie. Dans un échantillon d'eau, la majorité est liée à la présence de bactéries. Donc c'est une technique de biologie moléculaire et en fait, tout simplement, on s'est basé sur la réaction enzymatique qu'on retrouve au niveau de la queue des lucioles, c'est-à-dire on a pris leur enzyme, la luciférase, et on amène ce qu'il faut, la luciférine et des éléments nécessaires, de ce qu'on appelle des cofacteurs, pour que la réaction se produise.
si on regarde ça de manière un peu plus, on va dire, chimique, nous, on amène dans un tube les éléments, donc l'enzyme plus les cofacteurs, et en fait, l'ATP, qui est l'élément indispensable à la réaction chimique, est amené par les bactéries présentes dans l'échantillon d'eau. Donc plus il y a de bactéries, plus ça brille. C'est ça. Plus on a une émission de lumière. Donc c'est quelque chose, et on a une émission de lumière qui est directement proportionnelle à la quantité de bactéries qu'on avait présentes dans l'échantillon. Oui, donc là on a la biomasse, mais on n'a pas la diversité, ni ça. la pathénogénicité. Non, absolument pas. C'est vraiment une mesure de flore totale. D'accord. En gros, c'est un outil alors aussi qu'on a amené sur le terrain, qu'on a voulu rendre facile d'utilisation pour que tout le monde puisse s'en servir, puisque le but, c'était pas de remplacer les analyses de laboratoire et de faire ça à des gens de laboratoire, mais c'était d'avoir les techniciens qui s'occupent du réseau, ils aient une manière de mesurer, un petit peu comme on fait le pH, la turbidité, le chlore, qu'ils aient une manière de mesurer directement sur le terrain et d'évaluer leur charge microbiologique. Donc en gros, on va filtrer l'échantillon. Le filtre va permettre d'évacuer l'eau et de retenir les bactéries sur le filtre. Comme ça, on les concentre, on a une limite de détection bien plus basse. Ensuite, on va venir extraire l'ATP de ces bactéries. Donc l'ATP, elle est présente, elle est piégée dans la bactérie. Donc on vient avec une solution qui va détruire la bactérie. Et enfin, on recrache ce mélange dans le tube qui contient les différents éléments. Et on va avoir une émission de lumière. Et enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer cette émission de lumière à l'aide d'un luminomètre. Ça prend 10 secondes. Et enfin, on va valider chacune des mesures en faisant un ajout dosé interne qui, en chimie, est très largement utilisé pour standardiser les mesures. Ça fait que toutes les mesures sont comparables dans le temps, dans l'espace, quel que soit le luminomètre que vous utilisez. Et ça, on peut l'avoir en direct? C'est ça. En permanence? En permanence. Et ça prend 2 minutes à 3 minutes sur le terrain pour faire cette mesure. Et quand ça brille très 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 fort, là, il faut tout couper, tout arrêter, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bactéries. Alors, ça dépend. Ça dépend dans quel cadre on s'en retrouve. Si c'est quelque chose qu'on va boire, oui, il vaut mieux éviter. Si c'est quelque chose dans lequel on va se baigner, il y a une tolérance bien supérieure. Si on fait de la TP-métrie sur l'eau de mer, ça va briller fortement. D'accord, forcément. Donc nous, c'est un outil qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle de la biosurveillance, c'est-à-dire le suivi au jour le jour de la qualité microbiologique de l'eau pour éviter les dérives et les non-conformités. On va utiliser aussi ça pour cartographier, c'est-à-dire lorsqu'on a un réseau d'eau et qu'on a un problème, on va cartographier, faire tous les points d'intérêt et regarder comment évolue cette biomasse et comment évolue la bactério dans le réseau d'eau. Et on va aussi l'utiliser pour piloter les processus de nettoyage et désinfection qui sont régulièrement effectués sur les réseaux. J'ai pris un petit exemple d'un travail qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Donc généralement, quand on arrive quelque part, on va commencer par faire une cartographie initiale. Donc ça, c'est un centre thermal. Donc cette cartographie initiale nous donne vraiment une image, un instantané de l'état du réseau d'un point de vue microbiologique. Donc dans ce cas-là, on voit qu'on est on a une très très bonne qualité microbiologique au niveau de l'entrée du forage, de la tête du forage. Et d'ailleurs, si on regarde cette eau, lorsqu'elle est injectée au niveau du système ORL, de la partie soins, on n'a pas de dégradation microbiologique de cette eau. C'est normal, l'eau va directement de la tête du forage jusqu'à ce système-là. Donc là, tout est sous maîtrise. En revanche, quand on commence à regarder, à avancer dans le réseau sur la partie qui correspond plus au thermoludisme dans ce cas-là, on voit qu'on a d'abord une dégradation qui se situe au niveau de la sortie du stockage et au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'établissement, on va avoir une dégradation de la qualité microbiologique jusqu'à avoir des charges qui peuvent être quand même considérées comme assez hautes. Alors, la dégradation au fur et à mesure du réseau, elle est liée à un phénomène qui s'appelle le biofilm, c'est-à-dire des bactéries qui se sont arrêtées, qui se sont développées dans le réseau d'eau. Quand on a ce genre de profil, il faut nettoyer ce réseau. Donc, pour nettoyer ce réseau, on va faire un processus qui va permettre d'abord de nettoyer les canalisations. On va utiliser pour ça une solution alcaline qui va dégager tous les dépôts organiques et donc le biofilm.
ça va environ éliminer 95% des bactéries présentes. Souvent aussi, on va faire, en plus, encore plus à Montpellier, on va faire un détartrage acide pour enlever le calcaire présent dans les canalisations, qui peut aussi être quelque chose qui va être responsable de l'accroche de ce biofilm. Et enfin, on va lisser le travail pour avoir quelque chose de très propre en faisant une désinfection chimique à l'aide du peroxyde d'hydrogène. Et là, le réseau, normalement... Là, il n'y a plus rien, là. Normalement, et voilà, il est très propre. Et d'ailleurs, derrière, on refait... Donc, tout ce travail peut être suivi par ATP-métrie, c'est-à-dire on va regarder quand on peut arrêter chacune des actions parce qu'elle a atteint le niveau qu'elle devait atteindre. Et quand on a fini, on va réaliser la cartographie finale et on va se rendre compte que le système... Donc, la tête du forage, ici, n'a pas évolué, forcément. Mais maintenant, tout le réseau d'eau est bien sous contrôle et est bien propre. Donc l'eau, de nouveau desservie, ne pose aucun problème. Et souvent, derrière, ce qu'on va mettre en place, c'est un système de biosurveillance, c'est-à-dire qu'on va identifier des points qui peuvent s'avérer critiques pour les surveiller une fois par jour ou une fois par semaine en fonction de leur criticité, puisque la biomasse, elle n'apparaît pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut un temps minimum pour qu'elle se développe. Et on va pouvoir comme ça anticiper les dérives du réseau. Donc en gros, voilà, c'est un outil qui permet la biosurveillance, la cartographie et le pilotage des problèmes microbiologiques. Je pose la question à vous tous, je reviens vers vous ensuite, Monsieur Ouvion. On peut imaginer d'automatiser tous ces contrôles, on peut imaginer, vous répondez comme vous voulez, on peut imaginer, automatiser, intervenir directement, ce que vous venez de montrer là. Il peut y avoir une intelligence artificielle qui dit « Oula, là, à ce taux de bactéries, je balance successivement le peroxyde d'hydrogène, etc. » Alors oui, le problème aujourd'hui, il est clairement financier, tout simplement. Mais on pourrait le faire. On pourrait le faire. Nous, on a développé un automate qui permettait de faire ce travail-là. On s'est arrêté de le développer. Il en existe d'ailleurs sur le marché, mais nous, on a arrêté son développement. On n'est pas passé à la phase de vente, tout simplement parce que le prix est prohibitif. On est sur des machines qui valent entre 35 000 pour les moins chers à 70 000 pour les plus chers. Mais c'est possible, c'est faisable. C'est faisable, mais hors de prix. Monsieur Ouvion ? Avant de faire les études et de se dire mes canalisations sont faites, c'est d'abord de bien faire les canalisations. C'est-à-dire que là où vous allez avoir un développement de biofilm, c'est que vous allez avoir des trous de vide. C'est-à-dire qu'une eau sous pression ne va pas développer de bactéries. C'est qu'à un moment, vous allez avoir un apport d'air ou un apport de contamination externe. Et le pire des dangers, c'est ce que vous expliquez. Vous dites, voilà, comme là, on va pomper à la tête de forage, l'eau, elle est bonne. Et puis, plus elle va avancer dans le réseau, plus elle va être contaminée. Le principe, c'est de se dire, je vais garder en pression mon eau pour éviter déjà ce qu'on appelle le phénomène de grand-mère. Je rappelle à chacun, on allait prendre la douche, mamie se lavait les mains. Elle lavait la salade. À l'eau froide, on se brûlait. Elle se lavait les mains, on avait froid. Quand on consomme, quand on est dans un centre thermal, on va avoir une consommation d'eau permanente pendant les heures d'ouverture. Donc d'abord, l'intelligence artificielle, nous, par expérience reconstruite, peut aider mes collègues et néanmoins concurrents à reconstruire leur réseau. Et donc de travailler avec différentes bâches et de limiter le risque pour aller d'une grande bâche. Si on va prendre de Balaruc, 250 mètres cubes, 30 mètres cubes, 10 mètres cubes, 3 mètres cubes, et dans certains soins jusqu'à 1 mètre cube, ou à un moment, on va limiter le risque et on va analyser différents points et différents aspects. Il y a des alertes qui peuvent, par votre méthode, mais aussi on peut regarder la conductivité, le taux de charge du réseau en eau, c'est-à-dire que dans les circuits d'eau de Balaruc-les-Bains, vous avez 1 million d'eau stockée et 1 million d'eau qui tourne, 1 million de litres, pardon. 1 million, ça ne veut rien dire. Non. D'euros, on irait tout de suite la chercher. C'est vrai. Mais voilà. Et ensuite, je vous encourage à repenser votre machine. Parce que combien ça coûte de fermer une station, combien ça coûte... parce que la difficulté d'autres, ce qui n'est pas le nôtre, c'est ce qu'on appelle nettoyer les tuyaux, ça s'appelle la sanitation. Comment on les nettoie ? On va les nettoyer en chaud, on va les nettoyer en froid. Je dis aux dames toujours, si vous voulez faire disparaître votre mari, faites pas comme à la télé, n'utilisez pas d'acide. D'abord, on commence par la soude. Ça va dissoudre tous les organismes.
Et ensuite, quand il restera un peu de traces d'os, on viendra chercher l'acide. Ah, vous conseillez ça plutôt? Oui, c'est bien. C'est un moment, c'est efficace. Vous l'avez testé vous-même? Écoutez, 42 kilos au moins. Non, je plaisante. J'ai perdu 42 kilos, mais pas pour ça. Ça veut dire qu'on va aller chercher et analyser et d'aller chercher aux différents points ce que vous faites. C'est d'abord un effort de construction et de modifier les installations. La machine, elle sert à se dire, au fur et à mesure, je l'achète une fois, et si elle bip plus, ça veut dire que mon installation est bonne. Et que souvent, un effet de contamination, c'est un mauvais dosage de la capacité de forage de l'établissement. Donc il faut connaître son débit maximum. 2, c'est un défaut de construction par économie, parce qu'on ne veut pas faire des bâches de rétention sur son eau. 3, parce qu'on va investir sur des matériaux qui peuvent être corrosifs. Je dis toujours, c'est simple, si vous voulez savoir dans une présentation si c'est de l'eau de Balaruc, moi je sais que c'est pas Balaruc, parce que votre tuyauterie est en inox, qui semble être plus facile, mais si elle est en inox, votre eau n'est pas très efficace, je ne devrais pas le dire, parce qu'à un moment, il faut qu'elle ait une notion de forte minéralité. Et si c'est fortement minéralité, vous allez abîmer l'inox, donc vous devez travailler sur d'autres matières. Donc c'est d'abord comment on construit le circuit. Et là, l'IA, pour le faire et pour le mettre maintenant sur nos nouveaux systèmes, peut permettre, en dehors de faire de l'IA générative, elle va nous faire de l'IA prédictive. C'est de se dire, au vu de l'évolution de la conductivité, donc de critères de l'eau, à quel moment, quel niveau de débit, comment je stocke, comment je peux... risque d'avoir une infection bactérienne. Oui. Alors après, le contrôle bactérien, alors moi je suis mal placé, on a un laboratoire, on teste l'eau des villes à côté, on a un service recherche et développement, ce qui fait que nous faisons partie de l'aventure Medvalley. Mais il y a plein d'outils amont, avant l'IA, c'est-à-dire du bon sens et de la technicité. Mais Medvalley travaille là-dessus, M. Chekroun, c'est une piste de recherche. La modélisation d'un réseau, par exemple, qui permet que ce soit à Balaruc ou ailleurs dans une ville, d'identifier la possibilité du développement de bactéries pathogènes. Alors, évidemment, comme vous le rappeliez justement, les termes de Balaruc font partie de Medvalley et évidemment, toutes ces innovations sont dans le périmètre. Ce que je voudrais dire, c'est que voilà, le mot intelligence artificielle, c'est beaucoup utilisé, c'est souvent galvaudé, et c'est bien de rappeler qu'il y a différents usages des algorithmes, que ce soit pour la prédiction, que ce soit pour la prévention, ou même que ce soit pour trouver des solutions automatisées à partir d'une analyse rapide et itérative. Donc tout ce que vous avez dit, effectivement, je le confirme et j'y souscris. J'aimerais simplement rajouter que là, on a parlé de détection, on a parlé de désinfection, et ça fait partie des talents et des compétences que l'on a dans le périmètre de Medvalley et dans les entreprises qui font la vie et le succès de Medvalley. Quelques exemples très concrets, on a une société qui s'appelle BioUV à Montpellier, qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de désinfection et de traitement de l'eau par ultraviolet. Donc là, c'est d'autres technologies, on en a vu d'autres pendant ces 2 jours, mais là, on est vraiment sur une technique qui permet d'installer relativement facilement un réacteur à UV dans un bassin, comme celui de la piscine d'Antigone à Montpellier, pour viser la destruction des chloramines. Et c'est ainsi qu'on peut avoir des technologies innovantes qui ont un impact réel sur la désinfection et concourir ce faisant à des qualifications de nouveaux procédés auprès du ministère de la Santé. Et un des résultats, au-delà de l'assainissement, de la désinfection et de l'amélioration de la qualité de l'eau, c'est qu'on a des réductions de besoins en renouvellement d'eau par baigneur. Ce qui fait quand même une économie pour la collectivité, pour l'opérateur qui utilise ces techniques et ces procédés. Voilà, donc je citais une entreprise, il y en a d'autres. Il y a Minerve Technologies qui est expert en désinfection de l'eau également, Aquatech Innovation, enfin je pourrais en citer d'autres. Mais tout ça pour dire, en résumé, que
pour revenir sur votre première question, oui, l'eau est un sujet central. L'intersection entre eau et santé est évident. Et on a eu des démonstrations brillantes côté recherche et côté industriel sur ce panel. C'est le chloramine, hein, qui est considéré comme une cause de maladie professionnelle dans les personnels des piscines, irritant voire cancérigène. Madame Kadir, y a-t-il une spécificité des eaux de Balaruc? Alors, je ne sais pas, il faut pas... Ah mais je pensais que vous alliez me répondre, ou Monsieur Kachka sinon, oui. Ou peut-être Monsieur Ouvion qui peut vous répondre. Je suis sûr qu'il peut me répondre. Monsieur Kachka? Spécificité de point de vue minéralogique, oui. De point de vue thermique, oui. C'est des eaux Du point de chaudes. vue géologique, de son origine. Après, oui, le contexte, il est particulier, en effet. Donc, il y a une spécificité, il y a une singularité, on va dire. Singularité. Hydrogéologique, géologique, qui fait qu'on a ce système qui est à milieu côtier, pas loin de la mer, à côté des lagunes. Donc, ok, tout ça, c'est singulier. Par contre, concernant l'eau même, au-delà du côté minéral, de ce que je peux dire, et côté thermal, je ne peux pas apporter plus d'éléments de réponse à cette question. J'aurais essayé, c'est pas grave. Monsieur Ouvion, en fait, vous êtes un accident. Question, si vous voulez. En fait, vous êtes un accident géologique lié à un coup d'épée très très ancien, il y a 2600 ans. Oui, c'est ça. C'est Athéna, c'est un poète grec qui s'appelle Pindare. Alors, avant les Phéniciens, les Égyptiens sont venus, mais en fait... Qui n'a rien à voir avec le cirque, hein. Qui n'a rien à voir avec le cirque. Non, parce que Pindare. l'autre, c'est Pindare. Bon. Vous êtes bientôt choriste comme moi, vous commencez à être sourd, donc Ouais. à un moment vous commencez à avoir les os qui vont se craquer, Et je viendrai chez vous. des problèmes de circulation. Non, Donc Athéna. Athéna, d'un coup de hache, fit jaillir les eaux de Balaruc pour soigner Héraclès. Donc Héraclès... Ils sont là tous les deux, hein, ils étaient là. les Oui, cons. Voilà. oui, ils ont un peu évolué, à peine vieilli depuis 2600 ans. Oui, ils se tiennent Vu bien, que hein. l'eau conserve. Hein. Donc Athéna. Voilà, Athéna, la première directrice des thermes, accueille le premier curiste, Héraclès, qui, revenant de vider les écuries d'Augias, doit se remettre d'aplomb. Il utilise les eaux de Balaruc et c'est bien fait, que je citerai après, pour aller ensuite cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides. Oh là 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 là. Voilà. Alors, si on continue dans l'histoire, Oui. plus sérieusement que Pindare, c'est les Romains qui ont construit les premiers thermes il y a 2100 ans, parce qu'ils viennent s'installer pour conquérir la Gaule, etc. etc. Et un général pose des troupes un peu blessées, il revient, tout le monde est en forme, et notamment son cheval de guerre. Donc ils disent, vous êtes gentils, vous êtes tous des tirs au flanc. Ils ont dit, bah non, c'est parce que pour se protéger des moustiques, on allait dans ces boues avec de l'eau chaude, et du coup il revient, il y a des blessés, ça fonctionne, il construit les thermes. Balaruc, Montpellier n'existait pas, donc nous étions rattachés à Nîmes. Balaruc est une ville... ce sont les thermes de soins de la ville de Nîmes. Et donc, à cette époque-là, Balaruc n'a qu'une activité et qu'une construction, les thermes, des temples, on en viendra après, pour soigner les sportifs de l'époque, c'est-à-dire les gladiateurs, pour soigner les notables de Nîmes, pour soigner les grands généraux, et voir ensuite les sénateurs de Rome qui venaient spécifiquement à Balaruc. Si on continue l'histoire médicale... Non, mais dites-nous, enfin remontez encore plus loin, cette eau elle vient d'où, elle est où? Ah oui, alors là, à un moment, on n'était même pas des hommes. L'eau que vous avez, que par exemple j'ai touchée ce matin en ouvrant les thermes, cette eau, elle a minimum 100 000 ans, voire 100 000, 150 000 ans, même s'il y a des mélanges d'eau un peu plus jeunes. Parce que, qu'est-ce qu'une eau thermale dans l'absolu? C'est un accident géologique. Parce que de l'eau, normalement, elle tombe par la pente et elle va retomber dans la mer. C'est le principe normal d'une eau. Elle peut rester un peu dans des nappes phréatiques, mais même par infiltration, elle s'en va. Et donc, il y a un accident géologique qui fait qu'à un moment, cette eau qui doit ruisseler de façon normale, elle va aller prendre un autre chemin, venir et prenant ce chemin, se charger de minéraux et se stocker. C'est pour ça qu'on trouve dans les endroits qui sont les plus grands accidents géologiques, c'est-à-dire les montagnes, des sources thermales ou des eaux minérales naturelles. Donc de l'eau emprisonnée il y a fort longtemps. De l'eau emprisonnée il y a fort longtemps par un mouvement tectonique. Voilà. Alors la particularité de Balaruc, c'est qu'en plus, cette eau, elle glisse, elle va aller dans un récipient, et après, elle remonte.
C'est pour ça qu'il y a une particularité, c'est-à-dire qu'elle va mettre 20 000 ans, on va schématiser. J'ai tous les scientifiques qui vont me dire « vous vulgarisez beaucoup, mais c'est pas grave ». Je vais aller dans la bâche maman. Et on va imaginer maman, c'est une cocotte minute. Maman, elle est là, elle chauffe. Elle a une faille vers le bas et puis elle a une faille vers le haut. Comme quand on enlève le bouchon de la cocotte minute, en même temps qu'il y a de la vapeur, il y a de l'eau qui circule. Et l'eau, elle va remonter comme ça, 20 000 ans, 100 000 ans, et après on va venir la pomper. Et on va venir la pomper dans filles, voire des petites filles. C'est le différents types de forage. Et c'est ça qui fait la particularité des eaux de Balaruc, c'est ce cheminement compliqué. Parce que si vous connaissez un peu la région, les montagnes, on n'en a pas. Nous, on a le Mont Saint-Clair à Balaruc. Il y a le pic Saint-Loup, qui est très très haut, à peu près 110 mètres, mais pas plus. Voilà la spécificité de l'eau. Et là, parce que si vous ne connaissez pas Balaruc, vous avez vu quelques images. Et c'est aussi un endroit unique au monde, parce qu'il y a la rencontre de 3 eaux. L'eau de mer, l'eau thermale et l'eau de source, qui se passe dans les sous-sols, mais aussi en haut. Vous avez ce qu'on appelle le trou du diable, ou la source de la vie, qui est de l'eau de source, qui vient alimenter les tantaux. Vous avez aussi naturellement des rejets d'eau thermale dans les tantaux, ce qui fait la particularité de l'équilibre de l'étantau et ce goût. Je vais faire un peu de pub pour les mecs de Bouzigues et de cette huître de Bouzigues. Et on mange des huîtres de Bouzigues tout en prenant les eaux à Balaruc. Et en prenant un peu de pique-poule, et ça sera bien. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Les particularités, oui, qu'est-ce qu'elles ont de thérapeutique? Dites-moi, j'ai toujours un doute, moi. Comment alors, une eau peut-elle être thérapeutique? Elle peut être thérapeutique parce que, en fin de compte, c'est de la chimie. Oui, certes. Il y a une composition physico-chimique de l'eau. Elle a 3 vertus essentielles, on va dire, dans les soins dits thérapeutiques en tant que tels. Elle est antalgique, antidouleur, cicatrisante et anti-inflammatoire. Ce qui fait que c'est une eau adaptée pour soigner les rhumatismes et tout problème de circulation sanguine ou musculaire. Et pourquoi ces vertus? Pourquoi ces vertus? Parce que vous imaginez que l'eau de Balaruc, elle est quasiment, je n'en suis pas loin à le prouver, mais comme un médicament, vous construisez c'est un antalgique naturel. Et pourquoi? On sait pourquoi? Pourquoi? C'est ce que j'ai. Parce que parce que je suis pas chimiste, donc je ne saurais pas vous le dire. Pourquoi? Parce qu'on le constate. D'abord, on le constate par des études qui prouvent ce qu'on appelle le SMR, service médical rendu. Et là, on travaille aussi avec d'autres organismes spécialisés de Med-Vallée, comme le CHU, l'IHU et différents autres. Elle contient aussi, quand on regarde des bactéries, comme tout à l'heure, on dit ce qu'on appelle des bactéries pathogènes. Il peut y avoir d'autres choses qui ne sont pas pathogènes. Notamment, on a privatisé, parce que quand vous parlez de vivant, vous ne déposez pas un brevet, vous privatisez 3 souches de cyanobactéries qui ont les mêmes vertus que l'eau et qui sont contenues dans l'air et dans l'eau. Ensuite, là, je peux vous parler de chimie, c'est qu'elles ont des valeurs aussi dermato. Qu'on ne clame pas en orientation thérapeutique, qu'on utilise dans notre laboratoire dermatocosmétique, que sont régénérantes, protectrices et isotoniques. Isotonique, c'est qu'elle rentre en résonance avec l'eau, et le reste, c'est dû au calcium qui va à un moment protéger votre peau. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a sur la table en face de nous. Tant qu'on y est un moment, au moins on voit bien les produits. Et la particularité de ces produits, c'est qu'on essaye de les travailler à 94%, 95% naturels. Et qu'en même temps, un produit, on va venir essayer, vous voyez différentes choses, il y a une gamme pour les sportifs, il y a des gammes pour des effets cures, il y a 46 produits, donc je ne les ai pas tous mis sur la table. On va aller chercher d'autres vertus que l'eau, et la seule chose qu'on va utiliser en effet thérapeutique, spécifiquement, c'est de la boue thermale avec de l'eau, et de l'eau thermale que je vais utiliser en massage. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Des remarques? Ça, c'est un tout petit peu rempli dans la partie distale de la salle. Oui, non? Il y a des produits à gagner à la clé. Hein. Une question, un produit. Il y a quelqu'un derrière qui ne va pas être contente. Hein. Je vais dire. Oui, on verra avec elle. Alors, mesdames, messieurs, rien du tout. Votre eau n'est pas soumise, monsieur Ouvion, aux aléas du temps. C'est toujours la même. Ben non, c'est ce qui fait qu'elle a été déclarée eau thermale.
C'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'elle soit une eau thermale, et d'abord une eau minérale naturelle. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pour qu'elle soit définie eau thermale, c'est qu'elle doit ne pas... on parlait tout à l'heure des UV. L'UV est très intéressant pour recycler des eaux douces qui a déjà eu un usage. Vous ne pouvez pas désinfecter de l'eau thermale. Vous pouvez désinfecter ce qui va les conduire pour éviter que ce conducteur soit contaminant. Et dans l'eau, on mesure l'ensemble des paramètres tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Moi, légalement, avec mes amis de l'ARS, j'ai 25 contrôles par mois. Fois 10 mois d'exploitation, ça fait 250. Au sein de l'établissement, on fait ces 250, mais nous, on en fait 30 000 de plus. Et pourquoi? Vous n'êtes pas sûr de vous? Pourquoi? Parce que... Non, je suis sûr de moi. Regardez, je mets des chaussettes jaunes, donc c'est qu'à un moment, j'assume... Oui, complètement qui vous êtes. Voilà. C'est bien. Non, tout simplement parce qu'à un moment, on a un flux de patients au sein de l'établissement et qu'à aucun moment, s'il y a 2 patients qui passent, on se dit, bon, si on a le résultat dans une semaine, on va contaminer 2 personnes. En période d'affluence, il peut y avoir jusqu'à 5200 personnes jour qui passent dans l'établissement. Et donc, comme on le disait, il y a des bactéries qui se développent avec plusieurs jours. Donc on a développé aussi des choses qui est, tiens, s'il y a une activité, je ne sais pas ce qui se passe, je vais regarder. Et là, dans ce cas-là, je ne prends aucun risque. Je ferme le soin, je vérifie, j'ai rien, pof. C'est-à-dire que l'ARS est moins compliqué que moi. Moi, je suis plus dur que l'ARS. Je vais fermer, même si je pense que je n'ai pas. Mais comme j'ai une activité, je me dis, tiens, ça peut entraîner ça. Donc, on le fait parce que quand vous êtes le premier centre thermal de France, vous pouvez créer certaines jalousies et on vous contrôle. Et qu'à un moment, on se doit, en tant que leader du thermalisme, à travailler, à mettre de l'innovation pour améliorer et garantir une qualité de soins optimum aux curistes. L'eau, elle sort à combien? Elle est à quel pH? Le pH, vous me posez une colle. Bon, l'eau, elle sort à 50 degrés et le pH est stable. La difficulté de l'eau thermale, moi j'ai un pH à contrôler, je contrôle dans les piscines. Vous allez me dire pourquoi vous contrôlez le pH dans les piscines? Parce que la réglementation vous oblige dans un soin collectif à rajouter du chlore. Oui, mais moi j'ai une eau assez compliquée, elle le mange le chlore. Comment ça, elle mange le chlore? Vous mettez du chlore, il disparaît. Parce que ça s'appelle de la chimie, quand vous mettez des molécules l'une avec l'autre, le chlore est entre guillemets mangé. Mais par exemple, là, on est en test et on travaille sur des solutions, ça va parler qu'aux spécialistes, pas aux autres, mais ce qu'on appelle les THM, c'est-à-dire que quand vous chlorez une piscine et que vous l'aérez et qu'il fait chaud, vous allez déclencher des THM. Et là, on est en train de travailler une méthodologie pour que ces THM disparaissent, qui ne sont pas... Il n'y a pas de c'est pas bien, mais il n'y a pas de solution et c'est pas si nocif que ça. Une eau, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que même si elle est stable, tout le reste va la modifier. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est que le tout reste qui va la modifier n'existe plus. Pour qu'elle soit comme si elle sortait. Mais qu'est-ce qui pourrait la modifier alors? L'air. On l'a vu tout à l'heure, quand on dit qu'il y a une contamination de surface de notre eau, dans un soin, c'est à 99,9% de l'E. coli, c'est-à-dire un curiste qui ne sait pas laver les mains. Voilà les éléments. C'est une eau... En tout cas, l'eau thermale de Balaruc, quand elle sort et l'eau est en fonctionnement, elle n'a aucune bactérie pathogène. Donc, c'est tous les environnements extérieurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure les tuyaux. Si vous avez un coude dans un tuyau et que votre tuyau, vous allez pas assez le charger, vous allez créer une poche d'air. Si vous créez une poche d'air, vous allez donc faire un dépôt calcaire. Et si vous avez un dépôt calcaire, et même si vous remettez en pression après, si vous avez eu du calcaire, de l'eau, de l'air peut être contaminé et à un moment, vous pouvez contaminer votre réseau. Monsieur Kachka, il y a une spécificité isotopique d'une eau thermale? Pas nécessairement. Non. Du tout, non. Pareil pour une eau minérale naturelle, on peut pas... Peut-être, si on va appeler ça spécificité, ça devrait être l'âge des eaux thermales. Et donc une eau de 100 000 ans, elle aurait quelle signature? Je ne connais pas. Donc 100 000 ans ou 30 000 ans, donc ça devrait être isotopiquement parlant, en effet, différente d'une eau, d'une nappe phréatique. Ça se verrait, ça se voit. D'accord. Monsieur Faye, une eau à 50 degrés, a priori, il n'y a pas de bactéries.
Si, il y a des bactéries à 50 degrés. Hein. C'est d'ailleurs, si on vous demande de régler votre cumulus à 55, c'est déjà qu'à 50, il y en a 5 degrés. Pardon ? 55, c'est non, nickel. alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour le risque légionnel. Non, il y a des bactéries, les thermophiles, qui vont supporter des températures jusqu'à 90 degrés. Et sont-elles pathogènes ? C'était ma Elles ne question. seront pas en fait. pathogènes. Non, celles-là ne sont pas pathogènes. D'accord. Le problème qu'on peut avoir avec des bactéries qui arriveraient dans un réseau, c'est qu'elles continuent à développer du biofilm. C'est ça. Et le biofilm, elles peuvent plus facilement abriter des pathogènes. D'accord. En Là, fait, on crée un sol bactérien qui va servir de litière à d'autres bactéries. C'est ça. C'est ça, exactement. La Legionella pneumophila qu'on retrouve dans les réseaux, elle vient généralement, quand on a un réseau contaminé, en grande partie du biofilm qui la relargue. À la base, les légionnelles, c'était, enfin, l'infection historique qui a fondé le terme, c'était de l'air conditionné. C'est pas ça ? C'était une tour aéro-réfrigérante. Ah, une tour aéro-réfrigérante. De l'air conditionné qui arrivait et qui a contaminé une salle où il y avait un symposium de légionnaires. Les légionnaires américains. Ouais. Voilà. Et beaucoup sont morts. Non, il y en a quelques-uns qui y sont. Non, il y en a eu Trop. 3-4%, mais... À 3 à 4% ouais. quand même. Oui. Ah oui, vous comptez en pourcents, vous. Oui, c'est des faux scientifiques, pardon. Bon, il n'y a personne de mort à Ballaruc, hein. C'est bon. Non, personne. Et peut-être quand même qu'on finisse sur une touche un peu positive. Une eau n'est pas faite qu'un nid de germes et ne contamine et n'envoie des choses. En même temps, l'eau est je vais vivante, parler, donc je c'est vais pas faire un anodin. peu ma pub, mais une eau thermale de Ballaruc, pour 96% des gens, vous diminuez votre prise médicamenteuse, vous pouvez poser vos béquilles, vous retrouvez, si on est en partenariat, ce qu'on appelle en soins de support, c'est là aussi où on vient trouver différentes choses. Je vais prendre des cas très précis, une femme qui souffre, qui vient de guérir du cancer du sein, on va lui donner une hormonothérapie ou immunothérapie, puis un truc, on dit super, tu vas vivre plus longtemps. Mais il y a des effets secondaires, principalement perte de sensibilité des extrémités, fourmillement des membres moteurs. Bon, grosso modo, il n'y a que le tronc qui va. Mais alors, si vous avez eu des rayons, vous êtes un peu brûlé, et quand vous marchez, vous avez le syndrome des lames de rasoir. De travailler à un moment sur vos douleurs articulaires et douleurs circulatoires, on a mené cette étude avec l'Institut contre le cancer. Une patiente qui arrive avec un indice de douleur à 8, si vous ne savez pas ce que c'est votre nerf dentaire en permanence. Vous savez, quand le dentiste vous a fait, au bout de 9 jours, au minimum, sa douleur est divisée par 2 et elle est divisée par 4 au bout de 18 jours. Donc aussi, une eau, elle amène un soin, elle amène quelque chose. Et en dehors de l'eau, c'est aussi un temps thermal qu'on vient chercher. On vient ailleurs, on vient se dissocier. Alors, on va faire de la pub autour de Montpellier. Il n'y a qu'une seule station thermale au bord de la mer, c'est Ballaruc. Donc, bien. Mais... donc une eau, elle soigne et elle est essentielle. Vous avez 3 choses essentielles à la vie, de l'eau, de la nourriture et de l'activité physique. Si vous n'avez pas ces 3 points, vous allez cesser de vivre. Et un petit peu de Pic Saint-Loup. C'est principalement constitué d'eau. C'est vrai, c'est jamais que du jus de fruits. Mesdames, messieurs, dernière chance, il y a toujours un truc à gagner. Là. Ah, bah voilà. Attendez, hop. Il y a Luna qui arrive avec le micro. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Anne. Et je voulais savoir en fait au niveau des cures thermales, donc il y a Ballaruc, mais il y a aussi celle des fumades. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce que telle cure thermale est meilleure, pas meilleure, mais... Ah, Ballaruc, c'est le meilleur, vous avez bien compris. Non, oui, elle est renommée, c'est vrai. Eh oui. Alors que celle, par exemple, des fumades, bon après je connais les fumades parce que je suis dans le coin là-bas, mais voilà, je voulais savoir la spécificité. Une eau, elle a des vertus, parce que sa composition physico-chimique est différente. Vous l'avez compris, une eau thermale, historiquement, les eaux thermales sont... Vous allez voir, je vais y arriver. Mon Dortoman est un médecin du roi, et le roi lui dit, dites donc mon brave, il paraît qu'en mon royaume, il y a des eaux qui soignent. Et il va faire un tour. Comme il est médecin du roi, il vient de la plus grande et prestigieuse faculté de médecine et toujours en activité, la plus vieille, qui est celle de Montpellier. Si vous allez visiter la fac de médecine de Montpellier, on vous parlera des eaux de Ballaruc. Et qu'est-ce qu'il constate? C'est que vous avez des eaux avec des vertus différentes. Si vous avez du soufre, vous allez soigner différentes choses. Par exemple, si vous allez... là, je vais parler de mon autre vie, de Saint-Gervais, vous allez soigner des brûlures.
Si vous allez voir mes amis de chez L'Oréal, vous allez à la Roche-Posay. Si vous allez voir Sophie, alors Sophie, je vous précise qui c'est la patronne d'Aven. Là aussi, vous allez avoir différentes vertus. Pourquoi? Parce que vous avez une composition physico-chimique différente. Si vous prenez de l'aspirine, c'est une composition chimique différente de si vous prenez un antidouleur, pas faire un antidouleur, un antihistaminique. C'est donc la chimie de l'eau qui va donner ses vertus. Si votre question est de dire oui, mais vous faites les mêmes orientations, c'est juste, voilà. Et là, j'ai ma directrice qui m'a dit, ne te mets pas là-dedans. Attendez le micro. Luna, s'il vous plaît. Attention. Jiminy Cricket des termes. Les fumades, ils ont des eaux très sulfurées et c'est surtout des vertus au niveau dermato, ORL, et après rhumato. Mais rhumato, c'est parce qu'on a aussi besoin de beaucoup de rhumato en France. Voilà. Merci. Voilà, il y a quelques orientations qui devraient se rééquilibrer. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Non? Oui, monsieur Clerc. Juste, enfin, une petite précision à Balaruc. Là, Mettez pas le micro sur le transmetteur, merci. Le micro là, la main. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Balaruc, effectivement, dans le cadre d'un projet des motos qui avait été soutenu par la région, là, la partie isotopique sur le pôle des eaux marines il était estimée à 14 500 ans en termes de date. Et là, c'est juste la précision. Et la question que je voulais poser, c'est qu'en fait, à Montpellier, on a quand même un ensemble de kinésithérapeutes qui interviennent dans des piscines, on va dire des piscines tout court, pour de la rééducation fonctionnelle, en utilisant effectivement les eaux de la source du Lez qui ont leurs propres caractéristiques. Est-ce qu'il n'y a pas des collaborations à tisser à la fois entre Balaruc et ces acteurs-là pour justement profiter du savoir-faire de Balaruc, de la connaissance de la chimie de l'eau, pour améliorer le fonctionnement de ces activités de rééducation fonctionnelle? Merci beaucoup. Donc, le 6 mars dernier, nous avons inauguré la maison sport santé au sein des thermes de Balaruc avec François Carré, Monsieur Bigot de la Fédération française de natation, le docteur Julien et d'autres spécialistes du mouvement, parce que l'eau permet, aussi bien pour de la rééducation ou pour des personnes en situation de handicap, de revenir à un niveau d'équilibre et de justice où on est chacun. Et on peut venir travailler un exercice. Quand vous allez faire un exercice hors eau, vous allez donner le maximum d'effort au démarrage. Et à la fin, vous êtes en fin de course. Tandis que vous êtes dans l'eau, c'est un effort crescendo. Ce qui fait que si à un moment, cela vous pèse en termes d'effort, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Tandis qu'en dehors de l'eau, j'ai un peu bête comme ça, pour pouvoir pousser mon bras, le maximum d'effort, il est là. Il est au début. Dans l'eau, c'est à la fin. Madame Cadière, un mot de la fin. Merci. Merci pour ces précisions. On aura appris plein de choses sur les eaux thermales. Et de toute manière, vous le voyez bien, elles sont quand même contrôlées. Je sais qu'on avait eu quelques discussions en amont où vous aviez des questions par rapport aux eaux et aux qualités d'eau. Vous voyez que, en fait, chaque eau a ses spécificités, ses types de contrôle, et on peut pas tout. Elles sont tellement plurielles en fait qu'on ne peut pas parler d'une qualité d'eau simple. Il faut regarder son usage, d'où elle vient, par où elle passe. Et surtout évaluer le risque en fait, in fine. Comme le disait Clément, on n'a pas du tout la même chose dans une eau, et monsieur le disait aussi, dans une eau de baignade que dans une eau thermale à fin thérapeutique. On n'est pas du tout dans les mêmes critères et dans les mêmes applications. Et je laisse le mot de la fin, monsieur Chekroun. Merci pour cet honneur. Non, simplement pour conclure, déjà je tenais à remercier l'ensemble des participants à ce panel et vous dans la salle qui êtes restés jusqu'au bout. Merci. Non, simplement pour rappeler que Medvalley est une initiative autour de la santé globale, qui inclut donc non seulement la santé humaine, la santé animale, mais aussi toute la santé autour de l'agroalimentaire et des sciences de l'environnement.
on est une référence à Montpellier, et ça, il faut le rappeler. On est une référence nationale, voire mondiale, en termes de compétences à la croisée de l'eau, de la santé et de l'innovation. Et on a eu beaucoup d'illustrations dans le cadre de ce panel. Rappeler, insister sur le fait que Med-Vallée, via la métropole de Montpellier, avec le soutien de la région Occitanie et de l'État, Montpellier et Med-Vallée se veulent comme un catalyseur pour fédérer les talents et accélérer les solutions concrètes et innovantes autour de ces enjeux, qui sont des enjeux sociétaux, qui sont des enjeux de santé humaine, et rappeler une dernière fois que l'eau, que la gestion de l'eau, que la préservation de l'eau sont au carrefour et au centre de l'ADN de Med-Vallée de Montpellier. Merci mesdames, messieurs. Si vous m'adorez et si vous avez appris à m'adorer pendant ces 2 jours, je serai les 21 et 22 mai à la 20e édition du Salon Cyclo à Bordeaux, où paraît-il il y aura des surprises que je ne connais pas et un pavillon spécial coopération internationale. Et puis si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de moi, les 5 et 6 novembre au Polydôme de Clermont-Ferrand pour la 21e, alors pour la je ne sais plus quelle édition du Cyclo Clermont-Auvergne, et vous pouvez suivre Cyclo sur le site web qui porte le même nom. Et sinon, moi, vous pouvez me suivre sur... vous regardez Marianne, vous aurez à peu près tout. J'ai une rubrique, une chronique vidéo dans Marianne qui s'appelle l'idée à la con. Voilà. Comme ça, vous le savez. Et la prochaine, c'est... Pardon ? Bah oui. Et la prochaine, je ne sais plus quel titre c'est, enfin, on en tombe trop. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est terminé pour moi. Vous pouvez reprendre une vie normale. 3, 2,